suis ravi d'accueillir M. Colombel. C'est un Français émigré aux États-Unis pour travailler plus particulièrement pour la maladie de Crohn et qui fait partie des gens qui ont beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il fait partie des gens que moi je ne connais pas et que je sélectionne sur leur potentiel scientifique, sur leur capacité scientifique en regardant les Cited, des gens qui ont au moins un lien distant ou qui pourraient avoir un lien avec ce que nous faisons. Et donc, vous avez vu, les gens qu'on fait venir au séminaire ici, c'est tous des gens qui ont un potentiel scientifique extraordinaire. Beaucoup de quand on discute, moi quand je discute avec chacun d'entre eux, il y a beaucoup de points communs dans la manière de réfléchir à la fin. En particulier celle de ne pas suivre les grands troupeaux, parce que dans les grands troupeaux, il n'y a que des moutons. D'avoir des capacités de mettre un pied de côté pour pouvoir voir les choses différemment et de trouver les moyens de résoudre les questions qu'on se pose. Donc c'est bien que vous voyez et que vous pêchiez au milieu de tous les gens qu'on vous montre, des gens qui peuvent vous inspirer ensuite à devenir des modèles pour vous, pour pouvoir continuer à faire la science. Voilà. Donc je suis ravi qu'il ait accepté de venir jusqu'ici. Merci beaucoup. Je suis très impressionné par ce que j'ai vu. J'envisage de venir faire une année sabbatique finalement pour expliquer les maladies inflammatoires. Alors, donc effectivement, j'ai émigré aux États-Unis il y a... Donc j'ai vu des... Buril Crohn 2, donc au mont Sinaï, c'était des maladies du Nord. On a le deuxième. Bon, mais ça donne une idée, c'est c'est-à-dire 100 ans. Encore plus de malades dans des machines compte de leur c'est aussi au niveau du traitement. Un énorme maladie et le coût d'un an entier problème qu'est-ce qu'on a réussi à faire depuis si vous voulez 40 ans, la mortalité a quasiment disparu, même si elle existe encore dans les formes très jeunes. Quand j'ai commencé les colites graves, il faut savoir, 20% des malades mouraient encore, des malades hospitalisés pour colites graves de RCH. Et puis, grâce au traitement, notamment aux nouveaux traitements biologiques dont j'ai parlé très peu, on a pu induire des rémissions cliniques. Puis ce qu'on appelle des rémissions profondes, c'est-à-dire que pour la première fois, on a réussi à cicatriser la muqueuse intestinale. Et là, ça a été une révolution. Et puis on a réussi à changer l'histoire naturelle, c'est-à-dire que ce sont des maladies progressives qui vont de l'inflammation jusqu'à des complications, des fistules, des obstructions et des opérations avec des chirurgies. Et ça, on commence à réussir à bloquer, si vous voulez, la maladie. Un peu comme le même concept que dans la polyarthrite rhumatoïde, on a réussi à bloquer la progression vers la destruction osseuse. C'est ce qu'on arrive à faire maintenant dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Alors je montre ce papier parce que ça c'est un type que j'adore, qui est un type qui a
qui a vraiment pensé complètement en dehors de tout le monde. Tout le monde disait à cette époque que le TNF jouait aucun rôle dans la maladie de Crohn. Il avait fait une expérience qui s'était soldée d'ailleurs par des décès dans le traitement des chocs septiques par les anti-TNF, et il a eu l'idée, dans une lettre parue dans Lancet, de traiter pour la première fois un malade atteint de maladie de Crohn avec un traitement anti-TNF. Et cette figure a fait la une du journal sur les gastroentérologies, alors que c'était un case report. Et ça a transformé le soin. C'est-à-dire que, suivant ça, on s'est dit on peut faire plus que la rémission clinique, on peut cicatriser ces malades. Et puis, on peut aller beaucoup plus profond. Ça, c'est une étude récente qu'on a, si vous voulez, publiée. Si on prend les malades très tôt avec un traitement par anti-TNF, vous voyez qu'en les suivant de très près, en adaptant les doses, on peut arriver à 46%, si vous voulez, de rémission endoscopique, 36% de rémission endoscopique et clinique. Mais vous voyez, c'est le meilleur qu'on puisse atteindre. C'est le cas de figure idéale quand on prend le malade au diagnostic. Et on est à 46%. Et malheureusement, on voit les malades très tard. Et alors, quand même, l'utilisation des biologiques, vous voyez notamment des anti-TNF, a permis de faire diminuer la chirurgie, mais il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de guérison. Pourquoi ? Parce que, comme dans la maladie rhumatoïde, quand on arrête les traitements, la maladie revient. Ça, c'est un essai qu'on avait fait avec des anti-TNF. Je vous résume brièvement. Les malades étaient ici en rémission. On a arrêté leur traitement anti-TNF et vous voyez qu'en gros, 70% des malades rechutent à 3 ans et ceux chez qui on arrête 30% développent des complications. Ce qui fait que une fois le concept, maintenant, je pensais vraiment qu'en les attrapant très tôt, on pouvait peut-être guérir, et j'y crois de moins en moins. Je crois de moins en moins à la guérison de la maladie une fois qu'elle a commencé. C'est pour ça que, comme l'aime beaucoup M. Haroux, je pense qu'il faut penser en dehors. Alors pour moi, penser en dehors, c'est la prévention. Alors il y a plusieurs types de prévention. La prévention, ce qu'on appelle tertiaire, c'est en fait ce qu'on fait maintenant, c'est prendre les malades très très tôt au diagnostic et pour voir si on peut bloquer. La prévention secondaire, celle qui m'intéresse le plus, c'est d'aller même au-delà, c'est-à-dire d'attraper la maladie avant même qu'elle ait commencé. Et puis la prévention primaire, dont on est encore un peu loin, c'est finalement, est-ce que par exemple, dans toute l'assemblée ici, je peux vous donner quelque chose ou vous dire il ne faut pas prendre ça pour éviter de développer une maladie de Crohn en population générale. Alors la prévention tertiaire, on l'a accomplie parce que si on arrive, encore une fois, à mettre des malades en rémission profonde ici à 1 an grâce à des traitements biologiques, vous voyez que les malades ne progressent plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'intervention, etc., par rapport à ceux qui ne sont pas en rémission profonde. Mais, encore une fois, si j'arrête ici le traitement, le malade rechute. Alors, la prévention secondaire, voilà ce que c'est-à-dire, c'est attraper la maladie avant qu'elle soit reconnue, c'est-à-dire avant le premier symptôme clinique. Alors, on a des difficultés à dire est-ce que la maladie elle est pré-symptomatique, c'est-à-dire qu'en fait elle est là mais il n'y a pas de symptômes, ou est-ce qu'on attrape la maladie vraiment à un stade préclinique. Ça, c'est un petit peu difficile à dire. Et c'est ce concept qui est un concept qui s'adapte finalement à toutes les maladies inflammatoires. Le concept, c'est que pour développer une maladie inflammatoire, vous devez avoir des gènes de prédisposition. On en a plus de 250. Maintenant, quand on a découvert avec Jean-Pierre Hugo NOT2 en 2001, je pensais qu'on avait trouvé la cause de la maladie de Crohn. On en était loin. Il y a des facteurs environnementaux. On a vraiment très très peu fait de progrès. Le tabac, peut-être l'alimentation. Il y a peut-être finalement un agent infectieux qu'on n'a encore pas trouvé. Et puis, petit à petit, dans la muqueuse intestinale, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une rupture de la barrière intestinale, il y a une perte de tolérance vis-à-vis des bactéries commensales, donc du microbiome, ce concept de dysbiose, et puis le processus auto-inflammatoire donc grossit, avec une activation du système immunitaire inné et du système adaptatif. Il y a des anticorps contre les microbes qui apparaissent dans le sang, et puis
la maladie démarre. Et pour le moment, on s'est intéressé qu'à ça, finalement. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette partie-là. Je suis persuadé que si on arrivait à attraper la maladie ici, alors il faut réussir à la détecter et ensuite il faut trouver un traitement. Là, peut-être, on arriverait à se débarrasser de ces maladies inflammatoires. Alors, c'est un peu le Everest des maladies inflammatoires. La première étape, c'est de trouver finalement une méthode pour screener en population. C'est-à-dire trouver un test qui permette de vous dire, par exemple, vous êtes à risque de développer une maladie de Crohn, vous êtes à risque de développer une rectocolie. Donc, c'est ce qu'on appelle le test de screening. Alors, je ne peux pas tout vous présenter parce qu'on a beaucoup d'études. On a des études dans des populations à risque, et notamment dans les familles, et des études qui sont plus difficiles en population générale. Et je vais vous présenter brièvement quelques-unes de ces études. Alors, dans les familles, il y a le premier projet qui est un projet canadien, qui n'est pas mené par nous, qui est mené par Ken Krotoru à Toronto, qui est une énorme étude à laquelle il s'est attelé depuis 10 ans. Il a recruté 5000 parents du premier degré de patients atteints de maladie de Crohn qu'il a suivis pendant 10 ans, avec l'assumption que s'il les suivait pendant 10 ans, il aurait 75 nouveaux cas de maladie de Crohn au bout de 10 ans, et bien sûr des contrôles. Et en fait, il est arrivé au bout, l'enrôlement est fini, il a effectivement ces 75 cas, les données ne sont pas encore publiées, elles ont juste été présentées, mais ce n'est pas encore très peu dans le domaine public. Finalement, ce qu'il a montré, c'est que quand dans la famille, vous avez non pas un, mais par exemple 2 votre frères et sœurs qui sont aussi malades, c'est un facteur de risque supplémentaire. La perméabilité intestinale mesurée par le test lactulose-mannitol, qui est un test grossier quand même, mais qu'il a pratiqué 10 ans avant l'apparition, semble être un facteur de risque quand elle est accrue. Il a, paraît-il, des prédicteurs dans le microbiome qui n'a pas révélé, parce que pour le moment, je pense que c'est l'objet d'une patente, mais voilà, donc c'est une étude qui, je pense, va apporter beaucoup. Le gros problème, comme vous voyez, c'est un peu le nombre, parce que finalement, avec 75 cas, ça va être difficile de conclure définitivement, il faudra reproduire. Ils ont été examinés au fur et à mesure. Non, alors c'est ça exactement le problème. C'est le plus important. Exactement le problème. Je suis absolument d'accord. Le gros problème, c'est que c'est déjà une étude qui a coûté très cher, et malheureusement, ils ont des prélèvements à l'entrée dans l'étude, et ils ont des prélèvements quand les symptômes sont apparus, et ils n'ont pas de progression. Et donc, par exemple, si le microbiome s'est changé progressivement, s'il y a quelque chose, ils l'ont pas. Ils vont juste avoir la prédiction 10 ans avant, mais ils n'auront pas ce qui s'est passé entre-temps, comment se fait le changement. Même dans la clinique. Pardon ? Même dans la clinique. Et même non, ils n'ont pas. En fait, c'est ça le problème de cette étude. C'est qu'il n'y a pas eu de suivi longitudinal, par exemple, tous les 2 ans, etc. Et ça aurait été. Mais bon, c'est des études qui coûtent très très cher. Alors, on a commencé une étude sur la transmission mère-enfant. Alors, c'est une étude de très longue haleine. Pourquoi ? Parce qu'on sait que quand votre maman est atteinte d'une maladie de Crohn, c'est un des risques de facteurs les plus élevés de développer une maladie de Crohn. Donc, on a commencé ce qu'on appelle l'étude méconium, c'est-à-dire quel rôle joue la maladie inflammatoire. D'abord, est-ce que d'avoir une maladie inflammatoire, ça change le microbiome de la maman ? Et est-ce que ça change le microbiome du bébé ? Et est-ce que ça change le développement du système immunitaire ? Alors, comme vous le savez, les bébés ne sont pas stériles, en fait. On peut trouver des bactéries, des microbes dans le placenta, dans le fluide, dans le utérus, etc. Les bactéries sont transférées pendant la grossesse. Tout ça, c'est connu. Les maladies de la mère affectent le microbiome pendant la grossesse. Et on pense que le microbiome de la maman, s'il est altéré, ça peut avoir un impact sur le risque de développer certaines maladies chez l'enfant. Bon, ça, c'est tiré de plusieurs publications. C'est notamment très en vogue pour ce qui concerne, par exemple, le développement de l'obésité, mais aussi d'autres maladies auto-immunes.
Alors voilà notre cohorte qui est assez, qui en grossit, si vous voulez, depuis, c'est-à-dire qu'on recrute des mamans juste au moment où elles sont enceintes, et on les suit très précisément pendant les 3 trimestres. On a toute leur histoire clinique, etc., etc. On a des prélèvements de sel et de salive. À la naissance, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, on recueille le sang du cordon ombilical, le placenta et le méconium, qui en théorie est la première selle du bébé non contaminée par les événements extérieurs. Et ensuite, on collecte les couches. Donc, on a la plus grande collection de couches au monde, je crois. Vous voyez, parce qu'on collecte à la première semaine, deuxième semaine, etc., etc. Et notre plus vieux bébé, maintenant, a 5 ans. Et donc, on a recruté presque 500 familles. On a maintenant 400 enfants. Et donc, c'est un effort en progrès, mais je pense que c'est assez intéressant. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait une partie translationnelle, c'est-à-dire qu'on inocule les souris avec les selles des mamans et les selles des enfants pour voir si ça peut influencer le profil immunitaire de ces souris. Alors, voilà ce qu'on a trouvé. Bon, ça, c'est ce qu'on a publié, c'est vraiment les résultats préliminaires. Le microbiome de la maman est anormal, surtout d'ailleurs pendant le 2e trimestre, ça tend à se tasser pendant le 3e trimestre, ça c'est juste une mesure, c'est ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire que plus le microbiome est divers, a priori plus il est sain, et vous voyez que cette diversité est diminuée au cours des maladies inflammatoires, c'était déjà connu, mais ça existe au cours de la grossesse. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qui se passe chez le bébé. Donc vous avez les bébés des mères normales et les bébés des maladies inflammatoires. Et comme vous le voyez, ici, on voit que la diversité est réduite. Ça se corrige de manière assez curieuse. Ici, on ne sait pas très bien pourquoi dans cette période. Est-ce que c'est associé à la période de sevrage? On ne sait pas bien. Et puis, on retrouve de nouveau au bout de 3 mois. Ça, c'était une étude sur nos premiers cas. On est en train de compléter parce qu'on a beaucoup plus de bébés maintenant. Mais ce qu'on peut conclure quand même, c'est que les bébés qui sont nés de mamans atteintes de maladies inflammatoires ont un microbiome qui paraît moins bénéfique si on s'en réfère à cette diversité. On a également une abondance plus élevée de bactéries pro-inflammatoires, proteobacteria, et moins de bactéries dites anti-inflammatoires. Et donc, ça peut-être affecter leur système immunitaire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a colonisé des souris germ-free avec les selles de bébés qui sont nés de mamans saines ou de mamans avec atteinte de maladies inflammatoires. Je ne vous détaille pas, mais on trouve effectivement des anomalies au niveau de la réponse immunitaire donc, chez ces souris, donc qui semblent bien confirmer cette hypothèse. Alors, ce qu'on a appris jusque maintenant, c'est que les mamans, quand elles sont enceintes, leur microbiome n'est pas normal. Les bébés, en fait, à la naissance, ont un microbiome qui déjà n'est pas normal. Alors, quelles sont les conséquences au long terme? On ne sait pas encore, parce que là, il y a très peu d'événements cliniques. Bien sûr, parce que ces bébés ont 1, 2, 3 ans. On va pouvoir suivre l'apparition de multiples maladies, asthme, eczéma, et au très long cours, puisque le pic d'incidence est vers 20 ans, peut-être l'apparition de maladies inflammatoires, mais c'était surtout pour voir ce qui se passait entre la maman et le bébé qu'on a fait cette étude. Alors, ça c'est une très belle étude qu'on a en cours, malheureusement je n'ai pas de résultats. Comme vous le savez, dans la banlieue de New York, on a des grosses communautés juives ashkénazes orthodoxes, où il y a des très grandes familles avec énormément d'enfants, jusque 15, 20 enfants, etc. Pour des raisons génétiques, ce sont des familles qui sont très frappées par les maladies dites immunitaires et notamment par la maladie de Crohn. Donc on a accès à ces familles et on a collecté actuellement une centaine de familles. Et ce qu'on est en train de faire, donc on a accès génome, microbiome, les facteurs environnementaux mesurés par aussi des questionnaires. Pour le moment, on fait une étude cross-sectionnelle pour comparer les bébés, les enfants qui sont malades versus les enfants qui ne sont pas malades, et une étude au long cours où on est en train de suivre ces enfants ici qui ne sont pas malades pour voir ceux qui développent au bout de 5-10 ans une maladie inflammatoire versus ceux qui ne développent pas, pour encore une fois essayer de trouver des facteurs prédictifs. Donc vous voyez, c'est des études qui sont très très longues à faire, très difficiles à mettre en place, mais je pense que c'est le seul moyen de répondre à la question. Il y a un lien entre l'urbanisation et Crohn?
Oui, c'est-à-dire que, alors c'est toujours pareil, c'est une association, c'est-à-dire que ce qui a été montré par exemple dans les pays émergents, c'est que l'incidence élevée de Crohn correspond à l'urbanisation des populations. Il y a toujours le biais possible du diagnostic et de l'accès aux soins, bien sûr. Alors, l'autre étude qu'on a en cours, c'est qu'on s'est... Ce compte particulier des Ashkénazes, c'est que c'est une des premières formes de vie en milieu hyperurbain. Oui. La sélection, pour ça je disais Michel, il faudrait regarder si c'est quelque chose à voir avec la tuberculose. Il y a oui. la sélection. Ils ont été protégés, notamment pendant les grandes épidémies de tuberculose à New York, ça c'est bien connu. Cette population a été protégée, c'est-à-dire il y a eu beaucoup moins de décès du risque de tuberculose que dans la population témoin. Et moins sensible. Oui. Parce que il y a eu une pression de sélection très importante de la tuberculose sur le ghetto. Donc la population résiduelle, c'est un des rares exemples. Voilà, qui montre qu'elle... Ouais. Alors est-ce que c'est... intéressant, ça veut dire que si les juifs ashkénazes ont une incidence plus importante et qu'on voit monter ça dans le monde, il est possible qu'il y ait le lien étant que eux étant parmi les premières populations hyper urbanisées, il y a un lien entre l'urbanisation qui est elle-même un lien avec la baisse de la diversité et puis un certain nombre de microbes qu'on voit disparaître chez les gens qui vivent en milieu hyper urbain. Ce qu'il y a, c'est que c'est là où c'est très très intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir, on essaie de faire ça, étudier des populations qui arrivent de pays à bas risque vers des pays à haut risque. Donc d'étudier chez les migrants. Ça, c'est des études qu'on essaie de développer. Alors, on s'est attaqué à ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut finalement rechercher en population générale? Et c'est là où j'ai pris contact il y a plus de 15 ans, alors que l'armée américaine, à cette époque-là, ils n'ont même pas voulu entendre parler de moi, parce que c'était l'époque de la guerre avec l'Irak. Et donc, quand j'ai dit que j'étais français, ils m'ont même pas répondu. Finalement, ça s'est tassé et on a développé une collaboration assez extraordinaire. D'ailleurs, vous pouvez avoir accès à ça pour n'importe quelle maladie qui vous intéresse. C'est une ressource incroyable. C'est-à-dire que dès que vous êtes recruté dans l'armée américaine, on vous prend le sang pour être testé pour HIV, notamment, puis les militaires sont extrêmement bien suivis. Et les données sont vraiment... c'est les données de l'armée, quoi. C'est super bien organisé. Et donc, ils ont une prise de sang tous les 2 ans. Et voilà ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont plus de 60 millions de sérums de recrues. Alors bien sûr, c'est un peu biaisé parce que c'est surtout des hommes jeunes, mais parmi tous ces hommes jeunes, il y en a, et c'est des millions, hein. Donc il y en a qui développent une maladie de Crohn au bout de plusieurs années, il y en a qui développent des diabètes, des lupus, etc., etc. Donc vous pouvez avoir accès rétrospectivement à tous leurs échantillons. Et ils sont très preneurs d'études. Parce que vous voyez, ils ont utilisé que 0,4% pour le moment de leurs ressources. Donc, et ils sont très très bien organisés. Alors voilà ce qu'on a fait dans cette étude. C'est-à-dire qu'on a accès à toutes leurs données personnelles, on a accès à toutes leurs visites médicales quand ils sont hospitalisés. On peut classifier, on peut dire s'ils ont une maladie de Crohn ou une RCH ou autre chose sur des codes, ce qu'on appelle les codes ICD-9, donc c'est très bien si vous l'enregistrez. Et puis on peut lier finalement à leur base de sérum. Alors ce qu'on a fait pour le moment, c'est notre première étude, mais on a encore des milliers de sérums, c'est-à-dire qu'on leur a demandé, on voudrait un échantillon au diagnostic environ 2 ans avant, environ 4 ans avant et environ 6 ans avant. Et puis, bien sûr, on a des contrôles. Et donc, on a fait ça, on a des maladies de Crohn, des rectocolites et des contrôles. Pour le moment, la seule chose qu'on a fait, mais c'est ouvert à tout, parce qu'on peut tester ce qu'on veut. En fait, la limite, bien sûr, c'est ce qu'on discutait avec Didier, c'est que c'est que du sérum, on n'a pas de sel.
Là, ce qu'on a fait, c'est cette plateforme que vous connaissez, c'est-à-dire c'est les anticorps antimicrobiens qui sont très utilisés dans la maladie de Crohn comme test diagnostic et pronostic, donc notamment les ASCA qu'on avait découvert avec Daniel Poulain à Lille, les antiflagellines et puis les ANCA. Et puis on a utilisé une plateforme pour les protéines qui est la plateforme Somalogic. Bon, il y a plein de plateformes maintenant, c'est celle-là qu'on avait utilisée. Donc ce qu'on voulait, c'est voir est-ce qu'on peut prédire avec des marqueurs le développement de cette maladie, et puis est-ce qu'on peut, notamment grâce à cette plateforme, où on peut relier les différentes protéines entre elles, voir s'il y a des pathways, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mécanismes qui semblent précéder et finalement initier l'apparition de la maladie. Alors donc voilà donc ce qu'on a fait, ça c'était la première étude chez les Crohn, chez les contrôles et chez les RCH. Vous voyez, on avait quand même plus de 2000 échantillons. Bon, les caractéristiques phénotypiques, je passe assez vite parce que ça c'est assez clinique, elles reproduisent tout à fait ce qu'on connaît, c'est-à-dire que l'âge, la localisation, si vous voulez, de la maladie, la présence d'une atteinte périanale, le fait que certains malades se présentent d'emblée au diagnostic avec une obstruction ou des fistules ou des abcès, c'est-à-dire qu'elles sont d'emblée compliquées. Ça reproduit parfaitement ce qui est connu en population générale. Alors voilà ce qu'on a trouvé. Ça, ce sont des coordonnées logarithmiques, et comme vous voyez, ce qui est assez étonnant, c'est que ça, ce sont les Crohn, ça, ce sont les contrôles, et comme on voit les marqueurs sérologiques, notamment les ASCA et les antiflagellines, sont présents à des niveaux très significativement supérieurs au contrôle, quasiment 5 ans, et même on a des prélèvements 10 ans avant le premier symptôme. Avant le premier symptôme. Et vous voyez ici, sur cette espèce de plaque, on voit les différents marqueurs qui sont présents. Donc c'est la première année, deuxième année, cinquième année. Donc c'est surtout les ASCA et puis antiflax. Donc ce sont les antiflagellines. Si on essaie de faire une courbe ROC en combinant ces marqueurs, vous voyez que c'est pas mal quand même parce qu'on arrive à prédire avec une R sous la courbe le développement de la maladie, R sous la courbe d'environ 0,8 une année avant et 0,7 5 années avant. Ce qui est quand même... Alors, ce qui est étonnant, dans la rectocolite, rien du tout. Rien du tout. Ça montre bien, mais les gens nous disaient encore c'est la même maladie, blablabla. C'est incroyable. On ne prédit pas, on n'arrive pas à la prédire. Ce qui colle bien avec notre clinique. La rectocolite, vous pouvez très bien être là maintenant, allez bien, et puis demain vous êtes hospitalisé pour une première poussée. Tu peux le faire en prospective avec eux? Oui, on pourrait. Parce que du coup, tu as un prédicteur précoce. Et si à 5 ans avant, tu commences à faire l'étude du microbiote, voilà. Tu achètes ça sur 10, de tomber sur un Crohn et de savoir ce qui se passait 5 ans avant. Oui, tu donc, seras le seul à les avoir. Oui, donc on pourrait maintenant monter une étude prospective. Mais le gros problème, c'est que, je ne sais pas quelle est votre expérience, moi dans tous mes malades, etc., et dans les témoins, ça pose aucun problème d'obtenir du sang, de leur faire jusque 40 biopsies pendant une coloscopie. Les gens s'en fichent, mais avoir des prélèvements de sel, c'est très difficile. Alors, en fonction de ce que tu fais, il faut faire des écouvillonnages rectales. Oui, mais alors là, faire des écouvillonnages rectales chez l'ensemble des militaires. En autoprélèvement. En autoprélèvement. Ah oui. Et ça marche. En autoprélèvement. Ouais. On a fait ça pour les IST. D'accord. Oui, parce que ce serait ça, tu as tout à fait raison, ce serait ça, l'idéal, ce serait de faire ça en prospectif. Après, on t'expliquera comment on fait, il faut que le couvillon revienne marron. Mais en pratique, tu fais de l'autoprélèvement, les types le font, on ne donne rien à personne, et tu as un taux d'adhésion au prélèvement, je suis d'accord. Oui, non, on peut le faire parce qu'en fait, ils viennent faire leur visite médicale tous les 2 ans, en fait. Hein, donc, à la limite, on pourrait le faire. Et en plus, ça prend rien à stocker. Tu les stockes, tu les mets de côté, tu les congèles directement. Nous, on les fout dans des milieux, si tu veux, que tu peux congeler, dans lesquels tu es sûr que tu conserves tout, du glycérol, et c'est extraordinairement simple. Ouais. Parce que l'intérêt de cette cohorte, c'est la puissance, c'est le nombre par rapport à la cohorte GEM qui était super, mais ils n'ont que 75 malades finalement.
mais le problème, c'est qu'on est limité au sang. Alors, donc ça, c'est la plateforme, si vous voulez, somalogique. Voilà les marqueurs. Vous voyez, bon, la CRP, bon, marqueur du complément, d'autres marqueurs qu'on a ici qui sont élevés, donc jusque 5 ans. Et alors, même chose, si on fait une aire sous la courbe, c'est presque mieux encore, vous voyez, ça va de presque 0,9 à 0,8, 5 ans avant l'apparition de la maladie. Donc finalement, si on combine par exemple les 11 protéines avec, si vous voulez, les ASCA, vous voyez que ça c'est des coordonnées logarithmiques, on discrimine très très bien, même 5 ans avant, alors bien sûr il y a toujours un overlap, les contrôles versus les patients atteints de maladie de Crohn. Alors une fois qu'on a fini, si on arrivait à trouver, bon, là maintenant j'élabore. Si on arrivait à trouver comment on pourrait faire? Alors voilà ce que font les diabétologues. En fait, ils ne font pas de la prévention primaire, ils font de la prévention secondaire. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, par exemple, avoir un outil simple, par exemple un outil sanguin. Pour le moment, on pourrait ajouter, par exemple, à notre outil sérologique, un outil génétique, comme le risque, si vous voulez, polygénique, qui augmente la probabilité de développer la maladie, faire une espèce de première étape, et ceux qui seraient positifs, aller un petit peu plus loin. Par exemple, à ce moment-là, faire une étude des selles, pourquoi pas faire une étude endoscopique avec la capsule, mesurer des marqueurs inflammatoires dans les selles, la perméabilité, et puis ensuite, à ce moment-là, intervenir. Donc une espèce de système à 2 étapes comme ça. Bon, ça c'est purement hypothétique. Alors, et puis bien sûr, si on continue, le gros problème, c'est comment intervenir. Alors c'est là où c'est super intéressant, je trouve, parce que grâce à la plateforme somalogique, on peut en fait relier les différents somamères entre eux et voir quels sont les pathways donc, qui sont activés avant l'apparition de la maladie. Donc là, vous avez la première année, 2 ans avant, 3 ans avant, 4 ans avant, 5 ans avant. Et là, c'est les aires sous la courbe. Donc on a fait, comme toujours, on fait une training data sur des premiers échantillons et on teste sur une deuxième série d'échantillons. Et les 4 pathways qui ressortent vraiment, c'est le complément, le système immunitaire inné, le lysosome et la glycosylation. C'est vraiment ce qui sort. Et donc, ces pathways donc, sont présents 5 ans avant l'apparition de la maladie. Vous voyez, parce que quand même 5 ans avant, c'est une aire sous la courbe de 0,7 donc pour l'ensemble de ces différents pathways. Alors, compte tenu de ça, on peut se dire, bon, ben, puisque ce sont ces pathways, il faudrait essayer de cibler. Alors, bien sûr, bon, ça, c'est une diapo générale sur ce qu'on imagine. C'est probablement pas ça, mais bon, les facteurs impliqués dans les maladies inflammatoires, les facteurs environnementaux dans lesquels on patauge complètement. On n'a rien trouvé, finalement, depuis le tabac. Ce concept de dysbiose, qui vaut ce qu'il vaut, est-ce que c'est primitif ou est-ce que c'est secondaire? Et puis les anomalies quand même de la barrière intestinale. Et si tu regardes, tu as accès à tous les dossiers cliniques des militaires? On a accès aux dossiers cliniques, on sait s'ils ont été déployés, on sait où. Et puis, antibiotiques, tu sais? Non, mais par contre, on a des plateformes maintenant de métabolomique et de exposome où on peut mesurer dans le sang. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont fait dans l'antibiotique? Non. Je ne sais pas si c'est dans leur dossier, je pourrais regarder ça. Les expats, on doit pouvoir savoir, parce que pour les expats, ils font... Oui, ils leur donnent systématiquement, en fait. Hein. Ils font de la toxicité pour les expats, comme nous. Après, ce qui nous intéresse, nous, c'est plus les bêta-lactamines, les spectrallergies, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de là? C'est-à-dire, s'il y a une orientation, oui, ça a un sens. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que pas l'immunité acquise, mais dans l'immunité acquise, au moins c'est ce qu'on spécule, c'est que les bêta-lactamases inhibent la réponse immunitaire acquise. Et on pourrait le détecter dans le... Alors, on pourrait pas déjà, ça serait bien d'avoir une évidence épidémiologique. Oui, c'est ça, d'accord. Oui, non, on n'a pas... Je pense que je pourrais avoir accès à cette information. Ça vaut le coup de regarder. Oui, tout à fait. Avant de la prise de... Oui, non, est-ce que la prise d'antibiotiques... Et pas de n'importe quel, il faut savoir... D'accord, d'accord.
Ok. Voilà. Alors. De toute manière, Cléa va venir t'empoisonner pour ça, parce qu'elle fait un truc sur antibiotiques et lymphome. Et donc, si elle peut avoir accès à ça, à ces données-là, ça l'intéresse. Tout est vraiment accessible et ils sont super. Ils demandent que ça. Hein. Donc, alors, le problème, c'est que si on trouve un outil, il faudrait vraiment que ce soit. Il faut bien se rappeler que si c'est un outil, ce sera donné, par exemple, à des sujets à risque, par exemple, des enfants de familles où il y a déjà quelqu'un qui est malade. Donc, il faut vraiment que, d'abord, que l'outil prédictif soit suffisamment costaud. Deuxièmement, que le traitement soit très, très safe. Que ce soit facile, donc on ne peut pas imaginer par exemple des perfusions, des choses comme ça, il faudra probablement que ce soit un traitement oral et que ce soit quand même efficace. Alors il y a, bon ça vous connaissez ça mieux que moi, il y a par exemple possibilité de bactériothérapie. À cette époque, Janssen travaillait avec nous, ils étaient très intéressés par ces souches qui viennent, je pense, de Kenya, ces clostridiums qui peuvent être donnés par voie orale et qui pourraient restaurer par exemple les Treg et puis restaurer la barrière intestinale. On pourrait aussi imaginer une intervention diététique qui pourrait moduler le microbiome. Alors, la diététique dans les maladies inflammatoires, c'est très compliqué. Dans l'étude Méconium, on a branché une étude diététique, c'est-à-dire qu'on donne aux mamans une diète anti-inflammatoire basée sur des critères qui valent ce qu'il vaut, c'est-à-dire sur des critères qu'on a tirés des expérimentations animales, sur des données épidémiologiques, et on essaie de voir si on peut restaurer finalement le microbiome de la maman et puis par conséquence le microbiome aussi du bébé. Toutes les interventions diététiques, tout le monde y croit à fond, notamment les malades qui veulent se soigner uniquement par des diètes, mais quand on compare les diètes qui sont actuellement prescrites dans les maladies inflammatoires, c'est tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens. Alors, et puis, il y a la glycosylation qui nous intéresse bien, parce que, bon, comme vous le savez, les glycanes, il y a un gros intérêt dans les glycanes. On sait que les glycanes modulent la réponse immunitaire intestinale, ont un effet important sur la fonction pro-inflammatoire aussi des anticorps, et on peut imaginer donner administrer, donc c'est possible de donner aussi des glycanes à titre thérapeutique, donc c'est une voie possible. Pour le moment, on est en train de tester le glycome dans les sérums de ces malades. Et puis finalement, la dernière étape que je ne ferai sûrement pas, parce que c'est juste pour vous montrer ce qui a pour le moment été fait dans le diabète. Donc, vous voyez, c'est toutes les études de prévention qui ont été faites, et encore, je pense que cette diapo n'est pas tout à fait actualisée, parce qu'elle s'arrête en 2016, toutes les études qui ont visé à prévenir sur les diabètes, donc c'est un très long chemin, mais je pense que c'est par là qu'il faut aller. Alors, les rhumatologues ont commencé, ils ont été gonflés quand même, parce qu'ils ont pris des malades, parce qu'ils veulent prévenir aussi la polyarthrite. Ils ont pris des malades qui avaient des douleurs articulaires, donc qui étaient symptomatiques, et qui étaient positifs pour les anticorps anti-citrulline, qui sont leurs meilleurs marqueurs, et ils les ont randomisés entre une perfusion de rituximab, faut quand même le faire, parce que c'est quand même pas bénin, et puis rien, et ils ont montré que ceux qui avaient reçu, ça pouvait délayer, enfin, ça pouvait retarder l'apparition d'une polyarthrite rhumatoïde. Bon. Alors, c'est une proof of concept, c'est une petite étude, mais bon, vous voyez le nombre de malades, 41 malades versus 40, mais bon, ça montre qu'il y a un mouvement vers cette prévention qui était intéressant, parce que eux non plus ne croient plus en ce concept de guérison une fois que la maladie a commencé. Et puis, alors, est-ce qu'on peut progresser dans les facteurs environnementaux, généraux? Alors là, je pense qu'il faut, comme disait Didier, il faut penser outside the box. Parce que finalement, les seuls facteurs qu'on a trouvés, c'est ceux auxquels on pensait. Et bien sûr, on ne va rien trouver, puisque on va jamais rien trouver de nouveau. C'est pour ça qu'il faut penser une nouvelle technique, une nouvelle source de prélèvement. Alors, il y a une équipe chez nous qui s'intéresse à quelque chose qui est assez intéressant, qui sont les marqueurs qu'on peut utiliser dans les dents de lait. C'est-à-dire que les dents de lait, en fait, c'est un peu comme l'arbre, c'est-à-dire que ça accumule
tous les facteurs environnementaux auxquels vous avez été exposés depuis le 2e trimestre de votre grossesse. Et donc, ils peuvent extraire comme ça et puis regarder si, par exemple, vous avez été exposé à certains polluants. Alors, on a commencé ça avec des malades portugais. Pourquoi? Parce qu'au Portugal, c'est la tradition de garder les dents de lait de vos enfants. Je ne sais pas si vous les avez gardés, mais si vous les avez gardés, c'est très très précieux. Et bon, ça c'est les premières. Bon, je suis très prudent parce que c'est une petite étude. Je pense qu'il y avait 20 malades et 20 contrôles. Et on avait trouvé, c'est une mesure de la accumulation avec un intervalle de confiance et les malades versus les contrôles. Et vous voyez, il y avait notamment un excès de plomb. Le zinc, c'était un petit peu moins clair. Et pour les autres aussi, un excès de... ici, c'est le chromium. Ici, le cuivre, il n'y avait pas grand-chose. Enfin, on continue cette approche parce que je pense qu'il faut... les facteurs environnementaux, si on fait par questionnaire, on ne trouve rien. Il faut absolument faire des approches non biaisées. Donc il y a toutes ces plateformes de Exposome, etc., qui sont intéressantes. Sinon, on ne trouvera jamais rien. On trouvera que les choses auxquelles on pense. Et donc, depuis que je suis dans ces maladies, on n'a rien trouvé à part le tabac. C'est le seul facteur vraiment qui est intéressant comme facteur d'ailleurs de protection de la rectocolite. Voilà. Donc finalement, on en est là. Est-ce que c'est un problème important? Oui. Est-ce qu'on peut découvrir un stade précoce? Probablement oui. La validation du test, elle reste à faire. Et puis les autres facteurs, non. Voilà, merci.